Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de littérature, de manga. Aujourd'hui, on s'attaque quand même à un gros morceau, puisqu'on va parler de Star Wars, épisodes 4, 5 et 6. Et pour parler de cette saga fantastique, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez, mais c'est bien les invités que nous recherchons. Alors, tout d'abord, Maximilien, bienvenue. Tu es journaliste sur Allociné. Exactement, merci. Cinéma, hein, c'est pas la première fois que tu viens, donc on est content de te retrouver. Ah bah, surtout moi, pour cette saga Star Wars, je suis vraiment très très heureux d'être là. On va se faire plaisir. Ah oui. À côté de toi, nous avons Thomas. Bienvenue Thomas. Tu as une chaîne YouTube excellente que je conseille à tous, spécialisée dans les effets spéciaux numériques. C'est ça, CGM, depuis 2013. Voilà, je conseille à tous la vidéo sur Starfighter, The Last Starfighter, magnifique. Voilà. On va en parler justement. Et à côté de toi, nous avons la légende. Patrice Giraud, bienvenue. Alors, je vais faire court parce que tu as un CV qui dure plus longtemps que tous les épisodes qu'on va consacrer à Star Wars. Donc, tu es aujourd'hui producteur, tu fais du documentaire, tu interviens sur beaucoup d'expositions liées à Star Wars, entre autres. C'est ça, mon activité. Voilà. Et tu es évidemment aussi à l'origine de Starfix. J'ai relancé Starfix. Tu as relancé Starfix. Voilà. Incroyable monument de la science-fiction. Tu as beaucoup œuvré et tu œuvres encore pour la science-fiction et pour Star Wars. Tu es même figurant dans certains épisodes. Donc voilà, il y a une chose qui était sûre, c'est qu'on ne pouvait pas faire ces émissions sans toi. C'est gentil. Donc je suis très ravi J'apprécie. de t'accueillir en plateau avec nos deux autres compères. Évidemment. Alors, c'est une saga un peu spéciale. On va y consacrer non pas deux émissions, mais peut-être 3 ou 4. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la première trilogie, enfin la deuxième, mais la première dans l'ordre chronologique de diffusion. Pour revenir un petit peu aux origines de la saga, je vous propose déjà de revenir sur le génie derrière Star Wars, George Lucas, évidemment. Parce qu'on ne va pas faire la bio entière de George Lucas, mais bon, évidemment, sans George Lucas, pas de Star Wars. Est-ce que déjà on peut recontextualiser, avant Star Wars, qui est George Lucas ? Ne soyez pas timide. Non, George Lucas, donc c'est un réalisateur américain qui grandit en Californie, qui se passionne pour beaucoup de choses, que ce soit le western, les comic books, les feuilletons radiophoniques, le rock'n'roll, les courses de voitures. D'ailleurs, on le voit dans son deuxième long métrage qui s'appelle American Graffiti. Donc voilà, il fait des études de cinéma, il fait quelques courts-métrages, il devient ami avec des gens finalement très peu connus, des Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, donc voilà, des gens dont on n'a plus jamais entendu parler ensuite. Et voilà, et après il se passionne aussi pour le cinéma expérimental et il réalise un film qui s'appelle THX 1138, qui est un film de science-fiction qui à l'époque est un échec, mais qui finalement est un film fondateur. Puis après, il réalise le film American Graffiti, où on retrouve sa passion pour le rock'n'roll et les courses de voitures. Et puis ensuite, il décide de faire un petit projet de science-fiction qui s'appellera Star Wars, notamment pour une raison assez rigolote, c'est que son rêve, lui, c'était d'adapter Flash Gordon. C'était le serial Flash Gordon. Et en fait, malheureusement, les droits étaient pris. En fait, ils appartenaient à Alain Resnais, qui avait les droits pour une adaptation. Donc Alain Resnais qui a réalisé, on connaît la chanson notamment, qui est un réalisateur français. Qui a refusé de les céder. Il a refusé de les céder. Donc du coup, George Lucas s'est tourné vers une histoire originale, ce qui a donné Star Wars. Donc on peut remercier Alain Resnais de ne pas avoir cédé les droits de Flash Gordon, parce que sans ça, George Lucas, en fait, n'aurait pas fait ce qui est devenu Star Wars ensuite. Sachant qu'on a eu une adaptation cinéma de Flash Gordon. Mais c'est ce qui est... Bien moins bien, ouais. Voilà. Mais c'est ce qui est très drôle. Pas bien. Ce qui est très drôle, en fait, c'est que l'adaptation de Flash Gordon, en fait, c'était l'une des conséquences du succès de Star Wars. Oui, c'est la réponse oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a la boucle est bouclée, mais tu te dis, voilà, en fait, c'est sans le refus de Alain Resnais, peut-être qu'on ne serait pas là pour parler de Star Wars. Mais alors, est-ce qu'il se prédestine au cinéma ? Parce qu'on le voit, il est en Californie, en fac de cinéma, mais à la base, c'est ce qui est prévu pour George Lucas ? Non, lui, il faut comprendre, c'est la génération de l'après-guerre. Hein. Et c'est un peu cette première génération qui s'est un peu émancipée, comme tout comme la musique, le cinéma, la littérature. Et donc,
Le petit George Lucas, qui était un introverti, n'était pas spécialement doué à l'école. Il lisait des comics. Il adorait regarder les serials au cinéma. Donc Flash Gordon ou même ceux qui ont inspiré Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il avait 10 ans quand il voyait ça. Et effectivement, son truc, c'était la course de bagnole. Il a eu un gros accident de voiture où il est resté dans le coma. Là, il s'est fait très peur. Et là, ça a été une sorte de gong qui s'est dit, bon... Là, c'est un miraculé, on est d'accord. Hein. C'est un miraculé. Alors, Ouais. je vous propose de l'écouter justement quand il nous parle de cet accident. Hein. I was in an accident that, in theory, no one could survive. So it was like, well, I'm here, and every day now is an extra day. I've been given an extra day. So I got to make the most of it. What the accident was allow me to apply myself at school. I got great grades. Eventually, I got very excited about anthropology and about social sciences and psychology. And I was able to push my photography even further and eventually discovered film. C'est vraiment ce qui va former le nouveau George Lucas. Voilà. En fait. Donc il faisait des études d'anthropologie, qui l'a d'ailleurs beaucoup aidé après lorsqu'il a fait les films pour montrer certaines cultures qui n'existaient ou qui n'existaient pas. Et donc là, à ce moment-là, il se passionnait pour la photo. Et donc son père, qui était quelqu'un de très dur et de très cartésien, et qui lui a expliqué qu'un dollar, c'était un dollar. Il tenait une papeterie, c'est ça, son papa? Oui, il avait un peu la cacaillerie locale de Modesto. Donc il est parti, il est rentré à USC, qui était une école à Los Angeles, mais qui n'était pas très reconnue. De toute façon, à cette époque-là, on ne disait pas qu'il fallait faire une école de cinéma pour faire du cinéma. Ça n'existait pas. Les gens faisaient une école de cinéma, mais ils ne faisaient pas du cinéma. Donc il est là-bas, il faisait surtout de la photo. Et là, il a pris goût au montage, au photomontage, au diaporama. Et puis il est passé au cinéma. Et c'est là que vraiment, je crois que on a pu découvrir que George Lucas n'était pas le commun des mortels. C'est-à-dire tout de suite, il a épaté ses professeurs, ses copains étudiants, en sortant des œuvres qui étaient atypiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu son court-métrage qui s'appelle Herbie, où en fait, c'est une musique d'Herbie Hancock, faite sous forme de clip, où on voit des reflets de phares sur une carrosserie de voiture américaine style Tucker. Mais quand on voit ça, ça date de 68, 69, c'est MTV avant l'heure. C'est-à-dire qu'il arrive avec la notion du rythme, du montage. Le vidéoclip. Du vidéoclip, voilà. Et à l'époque, c'était plutôt du Scopitone en France, très classique. Lui, ça y est, c'était je monte dans tous les sens, avec de rythme. C'est-à-dire qu'il avait déjà un sens prédominé du son et du visuel. Voilà. Et puis là, effectivement, lui qui a commencé à être fan des films de Kurosawa, du cinéma de la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'il voulait surtout pas faire du cinéma de studio américain bien lourd, sur des plateaux. C'est important, je me permets de rebondir, parce que Hollywood, à cette époque-là, c'est assez verrouillé, ça représente le cinéma d'antan, en fait. Voilà. Hein. Et donc, Lucas étant brillant, il a gagné une bourse. Et là, la bourse était d'aller sur le tournage d'un jeune qui s'appelait Coppola, qui tournait son premier long métrage, je crois. Il avait déjà écrit Patton, mais pour tous les étudiants à Los Angeles, Coppola, c'était l'étudiant qui était rentré dans le cinoche. C'était la star. Et donc, il se retrouve sur le tournage, et dès le premier jour, Coppola remarque le petit barbu sur le côté, et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai la bourse, je viens. Ah ok, écoute, je te demande une chose, c'est viens vers moi avec une idée par jour. » Et tous les jours, Lucas arrive avec une idée de réalisation, une idée de cadrage. Et là, tout d'un coup, il y a eu une relation qui s'est faite entre Coppola et Lucas. Ils sont vraiment entendus sur ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et là, l'aventure a commencé. Et Coppola, ça a été le mentor qui a commencé à être la start-up de George Lucas et qui l'a emmené sur son destin qui allait suivre. Voilà. Et qui a produit son premier long métrage, THX 138. Voilà, donc ça devient son producteur, carrément. Et puis on connaît aussi le destin de Coppola par la suite. Hein. Exactement. On voit que finalement, George Lucas, il n'est pas prédestiné à la base pour le cinéma, mais il a un goût quand même pour l'image. Et c'est ce qui va être aussi une caractéristique de ces films. Comment sont reçus ces films ? Parce qu'on a plutôt un succès et plutôt un échec, en fait, au départ. THX, très gros échec, parce que quelque part, c'était un film qui avait 20 ans d'avance. Hein. Quand même austère, c'est vraiment quelque part de l'art science-fiction. Donc, le public américain est complètement dépassé, donc ça ne marche pas du tout. Et donc, il y avait même un deal. Coppola avait un deal de plusieurs films
avec la Warner, et le deal est remis en cause à cause de l'échec du film. Donc là, quand même, Lucas est piqué au vif. Et tout le monde lui dit, ouais, de toute façon, tu sais pas faire du cinéma. Et là, Coppola lui dit, non, mais prouve-nous que tu es capable de nous faire du vrai cinéma. Et là, il dit, ah bon, vous pensez que je sais pas faire du cinéma? Eh ben, je vais vous montrer que je sais faire, moi, des vrais personnages. Et c'est là où il écrit American Graffiti. Alors, American Graffiti, Petit bijou. Voilà, petit bijou, gros succès quand même. Ça, Oui, mais un projection succès au genre d'Universal, Voilà. les gens n'en voulaient pas. Et Coppola dit, oh, bon, je rachète la bobine, je rachète le film, vous inquiétez pas, moi je trouve ça génial, je vais le sortir. Et donc là, ils n'ont pas voulu, ils ont sorti le film. Et là, premier énorme succès de Lucas, où effectivement, quelque part, comme tout fait George Lucas, il faut que tout ce qui touche, il le transforme un peu en mythe. Et en fait, il a transformé les années 60 dans une espèce de film qui est une sorte de mythe, qui est une sorte de... Voilà, en 2 heures, ce qui était la magie des années 60. Avec le rock'n'roll, les courses de voitures, la drague dans les bagnoles. Et là, toute la fureur de vivre, hein, un Donc, petit peu. On revient déjà dans cette période où on est quand même dans le Vietnam. Et tout d'un coup, on arrive avec un film très sympathique sur l'âge d'or de 10 ans avant des États-Unis. Donc là, il rencontre son public. Et étonnamment aussi, la révolution de ce film, c'est la bande sonore. C'est-à-dire qu'avant American Graffiti, aucun film n'avait des chansons dans le film. C'était de la musique de film. La musique et voilà. Et là, lui, il imagine la musique justement qui accompagnait les Beach Boys ou ce genre de chansons. Lui, il le voyait comme une sorte de comédie musicale. C'est-à-dire que la bande-son est un relais pour rapporter une autre narration. Et là, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? N'importe quoi. Et là, incroyable, la BO s'est vendue, je ne sais plus à combien d'exemplaires dans le monde. Et il a démocratisé finalement le fait de mettre des chansons dans un film. Et ça paraît complètement dingue. Aujourd'hui, c'est une chose qui est tellement commune, Voilà. entre guillemets. En fait, il a inspiré jusqu'à Tarantino. Tu te dis, c'est assez horizontal. Mais ça montre bien la mentalité, la pensée de George Lucas. Il ne se met pas de limites et surtout, il ne veut pas refaire ce que fait les autres. Donc il arrive, il a des idées et il les met en forme. Alors ça plaît ou ça plaît pas. Alors des fois dans sa vie, ça a été des échecs parce que, hélas, c'est la prise de risque qui fait qu'il y a un succès. Bien sûr. Alors la prise de risque, des fois, c'est un succès, puis des fois, Et puis, ça marche pas. dans American Graffiti, il y a aussi des idées en termes de cadrage. Il y a vraiment quelque chose. Tu peux peut-être nous en parler. Je ne sais pas si tu as. Je n'ai jamais vu American Graffiti. Il devrait. Et je sais. Ouais. Et je sais. Je crois que le budget était de $800 000, donc moins d'1 million. Et le film a fait plus de 100, je crois. Et je crois que même encore aujourd'hui, c'est le ratio coût de production, bénéfice. retour sur investissement qui est le plus grand. Voilà. Donc, on arrive, après American Graffiti, à quelque chose... Enfin, c'était aussi déjà en projet, mais on arrive évidemment à l'origine de la Guerre des Étoiles. Comment naît le projet de la Guerre des Étoiles? Thomas ou Max? Alors, je ne saurais pas dire comment il naît exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'après le succès de American Graffiti, évidemment, George Lucas attire l'attention de pas mal de studios, notamment la Fox, qui décide de produire ce projet en fait, qu'il a en tête, en fait, qui est un peu la synthèse de toutes ces influences, que ce soit, toi, tu parlais du cinéma de Akira Kurosawa, on en retrouve des traces de la nouvelle vague, évidemment Du western. du western, des serials, de la science-fiction, donc de beaucoup de choses en fait. Et donc la Fox décide de produire ce film qui, du coup, deviendra La Guerre des Étoiles. Et voilà, donc qui a beaucoup évolué aussi, parce qu'en fait, quand on lit ce dont devait parler au départ le premier film, c'était l'histoire d'un Jedi qui s'appelle Mace Windu, qui finalement est le personnage joué par Samuel Jackson dans la prélogie. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions. En fait, il n'est pas non plus arrivé avec le scénario bouclé et prêt à tourner. En fait, c'était un désir qu'il avait de grandes sagas. Et même une saga en fait sur trois trilogies. Et il a décidé de commencer par la trilogie centrale, ce qui est très bizarre. 4 trilogies. 4 trilogies en plus. Ah oui, en plus. Bon, on en reviendra sur justement la narration particulière qui est. Alors moi, pour répondre à ta question, c'est quand tu sais les psychologues ils disent que l'âge qui est très important dans la construction d'un adolescent et d'un enfant, c'est les périodes 10-12 ans. Steve Jobs, quand il a vu Star Trek, il avait 10-12 ans. Il a fait l'iPhone. Moi, j'avais 10 ans. C'est pas par hasard que j'aime Star Wars. Que J.J. Abrams a 10 ans et Jon Favreau, voilà, on avait tous 10 ans quand on a vu Star Wars. Ça nous a marqué. Et bien, George Lucas, lui, quand il avait 10 ans, il a vu les serials.
les serials qui ont donné les Aventuriers, les Arches perdues, et les serials qui ont donné Star Wars. Et en fait, quand il a commencé à faire du cinéma, c'était une de ses idées, c'est de dire « ces serials que j'adorais tellement quand j'étais jeune, je voudrais que ça soit au cinéma, mais que ça soit un grand film avec de l'argent et pas un espèce de truc fait avec des bouts de ficelle. » quoi. Donc, il avait commencé à développer 2 scénarios, donc c'était Indiana Jones, Indiana Smith, et Star Wars. Et d'ailleurs, il pensait faire en premier... Mais à quel moment ? Une fois sorti d'école, donc début des années 70, avant American Graffiti. Et donc, il pensait même faire Indiana Smith avant Star Wars. Voilà. Et c'est Star Wars qui est passé en premier. Alors, il faut quand même, une fois de plus, rappeler qu'après le succès d'American Graffiti, George, avec son producteur Gary Kurtz, sont retournés voir Universal. Est-ce que vous voulez mon Star Wars ? Non. Justement, on a George Lucas qui nous explique ça. On va l'écouter 2 secondes. Décidément, il connaît tout ce George Lucas. J'ai l'impression que il essaye de te damer le pion. In the beginning, it wasn't something anybody was interested in, and I'd taken it to a couple of studios, and they had turned it down. And then one studio executive saw American Graffiti and loved it, and I took him the proposal. He said, I don't understand this, but I think you're a great filmmaker, and I'm going to invest in you. I'm not going to invest in this project. And that's really how it got made. And science fiction was not something that did well at the box office. Really, on top of that, it was aimed at being a film for young people. And most of the studios said, look, that's Disney's. Disney does that. The rest of us can't do that. So we don't want to get in that area. So I had so many strikes against me when I did that. I was lucky that I found a studio executive that just believed in me as a filmmaker and just disregarded the material itself. Patrice, il raconte ton histoire, là, George Lucas. Oui, il la connaît bien, d'ailleurs. Non, ce qui est quand même incroyable, c'est que le destin de tout ce qu'on fait, nous, dans nos vies, dépend de pas grand-chose. Et effectivement, tous les studios ont refusé Star Wars, qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Tout le monde pensait que ça allait être un échec, en fait, à la base. Puis Lucas a fait un film pour les enfants, mais avec un budget de film pour adultes. Parce que George voulait faire un truc éducatif. Il y avait vraiment cette notion. Ça aussi, on n'en parle pas trop. C'était pas juste de faire un film fun, c'était d'éduquer les enfants au travers d'un conte mythologique. C'est pour ça qu'il l'a fait pour les enfants. Il ne l'a pas fait pour les adultes. C'est un récit initiatique, Star Wars. Exactement. Alors, il avait lu, bien sûr, les livres de Joseph Campbell. Évidemment. Donc, tout Hollywood lui dit non. Alors, quand même, il avait fait American Graffiti. Mais donc, à cette époque-là, pourquoi il y a eu des Scorsese, des De Palma ? C'est qu'il y avait quand même une époque où les studios, alors les films coûtaient moins cher aussi, il y avait moins de pression, faisaient confiance dans les jeunes réalisateurs. Faut savoir aussi que tous les studios avaient été achetés par des groupes d'agroalimentaires qui ne connaissaient rien au cinéma. Donc ils ont dit, on va faire quoi ? On va prendre des jeunes dans les écoles de cinéma, parce qu'eux, ils s'y connaissent. Et donc, Alan Ladd Jr., qui était à la Fox, lui, qui était peut-être un peu moins bête que les autres, il s'est dit, bon, je ne comprends rien à son scénario, bon, un Wookiee, espèce de grand singe, mais il a fait American Graffiti, personne n'y croyait, donc en gros, c'est Georges, j'investis dans ton film, je comprends rien, mais je te fais confiance. Qui ferait ça aujourd'hui ? Ça ne peut plus exister. Ouais, pas beaucoup. On ne pourra pas revoir des Star Wars, parce que, voilà, c'est une époque où un gars d'un studio prenait un risque, mesuré, même si le film n'aurait pas marché, il n'aurait pas été viré. Mais il a donné la chance à George Lucas. Et ça a changé le destin. Donc on peut dire merci à Alan Ladd Jr. d'avoir pris le risque de donner de l'argent à George Lucas. Non, parce que c'est ce que dit George Lucas dans son interview. Il dit à l'époque, la science-fiction, ça ne marchait pas trop. Et il en sait quelque chose, parce que lui, il a quand même vécu personnellement un échec avec son premier film. Donc aujourd'hui, ce serait ça aussi, c'est de dire, bah non, ça ne marche pas, donc on ne prend pas le risque. Et puis on est à la fin des années 70 aussi. Oui, c'est un contexte dans le cinéma américain très particulier, comme tu le rappelais, Patrice. Oui. On n'est pas à l'époque encore des blockbusters. On est encore dans les vieux... Dans le vieux cinéma. Dans les gens qui faisaient le cinéma, c'est les gens de l'ancienne génération. Exactement. Il y a Spielberg quand même avec Les Dents de la Mer. Le Dents de la Mer est le premier film de l'histoire de la pop culture. C'est que tout d'un coup, ça s'adresse à la jeunesse et puis à des gens adultes. Voilà. Mais avant, c'est vraiment Les Dents de la Mer, le marqueur temporel, on va dire. Et là, Star Wars 77, quand même, l'accueil du public est aux antipodes de ce qu'on peut penser. Parce que c'est un film qui va arriver en salle, mais qui va pas être poussé par la Fox. Alors, pas bien distribué ? Non, en fait, tout ça, c'est un peu une légende. D'accord. C'est-à-dire que à l'époque, effectivement, il n'était pas considéré comme le truc qui allait cartonner. Je crois qu'il y avait un film de Woody Allen en face de lui. Bon, il y a d'autres choses qui étaient prévues.
Mais simplement que ça se faisait effectivement à l'époque, c'est qu'à l'époque, on pouvait faire des sorties comme ça, limitées, et en fonction de succès dans les 30 salles, on déploie. Voilà, c'est pas comme aujourd'hui, on met tout de suite dans 600, D'accord, 2000 donc c'était salles. pas une volonté de Non. dire on ne croit pas au Non, non. film à ce niveau-là. Les gens de la Fox ont vu le film terminé avant la sortie. Les mecs, il y a un des gars qui a dit « je chialais » parce que tout d'un coup, j'ai compris qu'on vivait un moment unique de l'histoire du cinéma. Parce qu'eux, il y a quand même des gens qui ont vu « Wow, c'est quoi ce film? C'est incroyable !» quoi. Il y a quand même, ils n'étaient pas bêtes chez Fox. Quoi. Donc, ils ont sorti le film, parce que c'était quand même de la science-fiction. Il faut savoir qu'avant, le seul grand succès de l'histoire de la science-fiction, Planète des singes. c'était les Planètes des singes, mais qui étaient des films qui ramenaient 30 millions de dollars. Ouais, il a baissé le Le budget au fur et à Kubrick, mesure, ouais. mais surtout ce qui faisait peur Évidemment. à tout le monde à l'époque, et ça a été dur c'est pour ça que tous les studios ont refusé Star Wars, c'est qu'en fait, il y avait eu l'âge de cristal avant, et qui a été un flop. Ah oui. Et en fait, c'est à cause de l'âge de cristal que le financement de Star Wars n'a pas pu se faire, pratiquement. Donc, Star Wars est venu changer la donne, et donc, après, le film était merveilleux, la magie s'est opérée, et Star Wars est devenu le succès qu'on Alors, connaît tous. Il est reçu comment en France, Star Wars, à l'époque? Moi, j'étais trop jeune, j'étais pas né encore. Moi, je suis allé voir au cinéma, mon voilà. frère m'a emmené... J'ai Donc j'arrive lu- aux Champs-Élysées, et là, je vois des files d'attente. J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, en fait, la traînée de poudre s'est répandue dans le monde entier. C'est-à-dire que, comment te dire, c'est que tu as un film qui est hors norme, qui a 20 ans, 30 ans d'avance sur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est scotché. C'est Philippe Drouillet qui m'a raconté qu'il était à la projo de presse de Star ouais. Wars. Et que devant lui, il y avait Yves Montand. Et bien qu'Yves Montand, à la fin, il était sonné, quoi. Parce que tout d'un coup, ils avaient vu un truc qu'ils n'avaient pas vu venir, quoi. Un nouveau type de cinéma. On ouvre un nouveau chapitre du cinéma avec Star Wars. Cette technologie incroyable. On va y venir juste. C'est-à-dire que, une fois de plus, ce qui est vraiment dur quand les gens font aujourd'hui des Star Wars, c'est que pour toute une génération, notamment la trilogie originale, c'est l'apogée, c'est tout à la perfection. Et tout avec une avance sur son temps. Je dirais que le seul qui a réussi à refaire ça, c'est Cameron avec Avatar, où là, Robelot, il arrive avec une technologie qu'il a développée lui-même, tout seul dans son coin, et qui met sur la table, et là, tout le monde va voir le film, parce que ça devient un film phénomène. Justement, parlons des forces de Star Wars. Et une des forces, c'est évidemment des effets spéciaux révolutionnaires. Alors, il y a évidemment beaucoup d'aspects qui font le succès de Star Wars, mais un des trucs les plus novateurs, ce sont les effets spéciaux. Thomas, là, c'est ton domaine, donc on va enfin pouvoir t'entendre un petit peu sur le sujet, parce que, voilà, ça, tu maîtrises. Je préférais l'expert Non, parler mais- de ça au début, c'est pour ça. Non, Star Wars, c'est un truc assez énorme dans le sens où tout ce qui est maquette est filmé avec une nouveauté. C'est par ordinateur, en fait. L'ordinateur va faire... Dès 77. Dès 77. Ils vont faire, en fait, répéter des mouvements avec un ordinateur sur fond bleu. Comme ça, le fond bleu, on va pouvoir l'enlever ensuite. Et au fur et à mesure qu'on fait bouger, c'est pas la maquette qui bouge, c'est la caméra qui bouge autour de la maquette pour beaucoup de choses, et notamment sur tous les vaisseaux qui pètent, qui s'explosent et tout. On va faire des choses comme ça qui sont assez énormes sur fond bleu. Et il y a aussi un peu d'image de synthèse dans le premier Star Wars. C'est du fil de fer, c'est du noir et blanc, c'est un truc fait par un étudiant. Mais ouais, on voit ça au début, et puis les gens, quand ils voient ça sur grand écran, ils deviennent fous, forcément. Oui, parce qu'il y a un réel gap entre les anciennes technos et la nouvelle technologie mise en place. Tout a été redéveloppé pour Star Wars. Avant Star Wars, il n'y a plus de département d'effets spéciaux à ce point-là. Tout est redéveloppé. Le dernier département effets spéciaux avait fermé dans, je crois, Universal Effects. Ils avaient fermé 6 mois avant. Donc il a fallu qu'ils refassent tout complètement. Et c'est vrai que 2001, c'est pas du trucage optique. 2001, c'est des maquettes sur fond noir. Mais là, il fallait remettre du trucage optique, et ils se sont tournés vers Dijkstra, qui lui venait du seul endroit où on faisait encore des effets spéciaux, c'est de filmer des bouteilles de shampoing pour la pub. Ouais, la publicité, voilà. Donc à l'époque, les bouteilles de shampoing qui volaient et tout. Et donc ils ont mis au point ces petits caméras pilotées par ordinateur, mais c'était vraiment le tout début, tout ouais. début. Et donc il a fallu déployer avec une grande caméra, prendre du 70 mm. Donc c'est là. Et là, ils ont investi énormément. Ils ont un peu pataugé. Mais c'était ça la clé du succès. Ouais. Oui, parce qu'on n'a jamais vu ça à l'écran. Non. Et encore des années après, c'est ce qui va permettre aussi à la saga d'être transgénérationnelle aussi. Visuellement, en tout cas, c'est que les enfants qui vont découvrir plus tard se disent pas « Ah,
c'est cheap. moche ou c'est Ouais, vieux, ouais. C'est moche. Non, on y croit en fait. Dans, On y croit. ce qu'on voit à l'écran, ça devient limite réel. Voilà, je voudrais juste rajouter, parce que là, je vais parler de mon expérience, de l'avoir vu à 10 ans. Je pense que le cerveau humain fonctionne par rapport à de la relativité. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose et on le compare dans nos cerveaux à ce qu'on a vu avant. Qu'est-ce qu'on voyait avant Star Wars à la télé? Nous, les enfants à Paris, on avait Les Visiteurs du Mercredi, Casimir. Non, mais c'est ça. Et au Il y avait mieux, déjà Casimir, Cosmos ouais. 99, voilà. Oui. On va au cinoche, on ne sait pas ce qu'on va voir. Et là, pour notre cerveau, on voit effectivement ces effets spéciaux qui sont extraordinaires, alors qui peuvent paraître datés aujourd'hui pour un jeune, parce que son cerveau s'est habitué à autre chose, mais nous, pour l'époque, c'est réel. Et c'est là où, pour toute ma génération, j'ai eu ce phénomène d'identification. Je suis devenu Luke Skywalker, c'est-à-dire que mon cerveau s'est déconnecté. Je ne suis plus Patrice Giraud dans la salle, c'est tout d'un coup, je rentre dans l'histoire. C'est pour la première fois de ma vie, je deviens Luke Skywalker. Plus seulement spectateur, il y a une Et je vraie rentre immersion. dans l'univers, ça va. Et voilà. Et quand je ressors, je suis hagard. Est-ce que tu avais Mais le- ça, c'est grâce à la musique, les effets sonores, les effets spéciaux, que l'ensemble m'a transporté comme jamais. Parce qu'avant, mon cerveau n'était pas habitué à ça. Ouais, et puis l'ensemble, on voit qu'il a été fait avec beaucoup de cœur aussi, avec beaucoup de sincérité, avec oui. beaucoup de débrouille. Enfin, si vous voyez des images de making-of du premier Star Wars, sur les effets spéciaux, c'est incroyable. Tu vois genre des techniciens sur un parking avec un bout de maquette de l'Étoile Noire, avec la caméra autour comme ça. Tu dis, bah ouais, ils ont trouvé des façons de repousser les frontières. Et c'est vraiment un truc que George Lucas, en fait, a cherché à faire dans tous les Star Wars. C'est qu'à chaque fois, il fallait qu'il y ait un nouveau concept, des nouveaux personnages, une nouvelle planète. C'était pas, il se reposait sur ses lauriers. Parce qu'aujourd'hui, les effets spéciaux numériques, souvent, c'est un peu de la facilité. On se dit, C'est du copier-coller, en ouais, fait. déjà, il y a Non, ça. sinon On se dit, si. on va Non. rajouter ce truc-là comme ça en post-production, alors que là, il cherchait justement à révolutionner le cinéma, en fait, à montrer des choses qui n'étaient jamais vues. Et bah oui, à l'époque, ça se faisait pas en un claquement de doigts, et ils ont dû se battre pour y arriver. Surtout à l'époque, c'était que c'était de la pellicule. Si tu foirais ton effet spécial, il fallait que tu Exactement. reprennes de zéro. Et il y a un peu d'image par image pour le jeu d'échecs, enfin l'espèce Ouais. de jeu d'échecs. Holographique. C'est de la pâte à modeler qui bouge comme ça. Et s'il y avait une seule image de foiré, il fallait tout reprendre de zéro. Pareil pour les maquettes. S'il y avait en fait, dans les maquettes, pour avoir les petits points rouges qui brillaient sur le truc ou pour rajouter 2-3 trucs à l'image, il fallait, justement, c'est pour ça que l'ordinateur rentre en compte dans ce domaine, c'est que tu pouvais répéter plusieurs fois le même mouvement et dans une passe, tu rajoutes des clignotants sur le vaisseau, tu rajoutes un laser après en post-prod, des trucs comme ça. Mais j'ai une question. Qui s'occupe des effets spéciaux sur Star Wars? Qui a l'idée de dire, bah, finalement, ce qui s'est fait avant, tabula rasa, on vient sur quelque chose de nouveau? Ils sont venus en Angleterre, ils sont allés voir Brian Johnson qui faisait les effets spéciaux de Cosmos 99, qui là c'était à la manière de 2001, pas de trucage optique, donc on filme des maquettes sur fond noir, donc avec des effets un peu à la Méliès, quoi. Et ils sont allés voir Douglas Trumbull, mais de mémoire, je crois qu'il était pris sur un autre projet. Alors, on peut rappeler qui il est. Bah, si, il a travaillé notamment sur 2001. Voilà. Euh, après, il a fait Star Trek. Voilà, et Blade Runner, hein, je crois C'est que un ça grand restera. monsieur. Ouais. Voilà. Il a, très grand monsieur. il a une patte dans les effets visuels extraordinaires. Et c'est lui qui a dit, bon, moi je peux pas, mais vous devriez aller voir John Dykstra. Et c'est John Dykstra qui, lui, a proposé, bah, on peut faire une caméra pilotée par ordinateur, du fond bleu. Et en fait, ils ont validé ça. Mais une fois de plus, ce qui est quand même incroyable au-delà de la technologie, de ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ce qui me fascine, moi, chez George Lucas, c'est de l'avoir fait. C'est-à-dire que n'importe qui de raisonnable dit, non, on va pas faire Star Wars, on va pas y arriver. Il y a pas de boîte, il faut tout créer, mais on va jamais y arriver. Mais c'est ça qui est Et ben, incroyable. Et ça, c'est un gars qui est un peu, je dirais, comme les tapis, les baissons, c'est qu'ils ont une force en intérieur. On va le faire. Ils ont une vision, ils se disent, on va se battre, ça va être difficile, mais c'est le but du truc, c'est de refaire le serial, mais comme on l'a jamais revu, quoi. Et bravo, quoi, parce que et toute sa vie, quelque part, il s'est battu pour amener le numérique. Aujourd'hui, si on a des iPhones ou des IRM dans les hôpitaux, c'est grâce à George Lucas et justement à tout l'argent qu'il a investi en recherche et développement après le succès de Star Wars. Voilà. Mais, comme je dis, George Lucas n'est pas un réalisateur comme Steven Spielberg. Lucas, il a eu cette vision de faire du cinéma et puis après de développer le numérique comme personne ne l'a fait, quoi. Oui, alors, il avait une vision aussi sur le merchandising. On n'en parle pas trop là parce que c'est des négociations de contrats qui se trament. Et surtout, on va dédier un épisode spécial sur le merchandising Star Wars et notamment les jouets parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais c'est pour rejoindre ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est en face d'un visionnaire. C'est-à-dire qu'il repense tout et puis toujours avec cette notion d'être indépendant et d'avoir le contrôle. Parce que justement,
lui, il veut tout faire parfaitement. Il veut que son film soit extraordinaire. Il y a cette volonté de faire le plus beau film possible qu'on ait jamais vu. Et il sait que, comme Cameron, c'est des gens qui veulent le contrôle pour avoir cette exigence et le maintenir et pas se retrouver dévoyé par des gens qui en face, non, on va pas dépenser l'argent. Voilà. C'est un peu l'anti-Hollywood de l'époque, en fait. Complètement. Bah oui, en plus, c'est même au point qu'il veut faire le meilleur film possible, même après la sortie du film, parce qu'il y a les éditions spéciales en 97, où il retouche des plans, il rajoute des effets spéciaux pour qu'ils soient... Avec le numérique. Mais pire que ça, c'est qu'après l'Empire contre-attaque, le film est sorti. Le lendemain, introuvable. Il continuait à refaire des plans et il rechangeait les bobines en salle une semaine plus tard. Donc il n'y avait jamais la bonne version. C'est pour que les gens ils le revoient en disant attention, vous n'avez pas vu la vraie version. Non, ils étaient en retard, mais Lucas voulait son plan, donc ils ont sorti le film et une semaine plus tard, des nouvelles copies sont arrivées dans les salles de cinéma avec le plan rajouté. Et peu de temps avant la sortie de l'Empire contre-attaque, il a déjà marqué épisode 4 sur le premier Star Wars. Ah oui, c'était pas qui est ressorti. Dans le premier à la sortie, pareil. Parce que c'est la Fox, en fait, qui voulait pas de Star Wars épisode 4 parce qu'ils ont eu peur que ça perturbe les gens. Ils ont voulu vraiment Star Wars, qui a été la guerre des étoiles chez nous. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Star Wars, quand on parlait des effets spéciaux, c'est aussi l'avènement de ILM. Et il faut qu'on parle de ILM. Voilà, qui est une boîte d'effets spéciaux créée par George Lucas en 1975. ILM est un à quel point le mec est... Ouais, ça, vas-y, Thomas, vas-y, prends la parole. Alors, rappelle déjà ce qu'est ILM. ILM, Industrial Light and Magic, donc c'est la boîte qui va créer après avoir fini le premier Star Wars, parce que, si je ne me trompe pas, il n'y a pas ILM sur le premier Star Wars. C'est vraiment, il a pris d'extra. Et il va créer cette boîte ensuite. Non, ILM est créé avant Star Wars. En 75, Star Wars, oui, parce que tout le monde se barre après Star Wars, il est obligé de reprendre tout le monde, plein de techniciens. Alors après Star Wars, ça se transforme... effectivement, ils font les trucages de Battlestar Galactica. Voilà. Parce que les gens voulaient... Là, il y a eu un petit problème, parce que c'était le matériel développé pour Star Wars. Et effectivement, ils ramènent tout le monde dans le nord de la Californie après. Voilà. Et il y a, au sein de ILM, il y a un petit groupe qui se forme, qui s'appelle le Computer Graphics Group, qui a des visionnaires, des techniciens assez fous qui vont utiliser l'ordinateur pour, à la base, faire du scan de pellicule. Ouais. C'est des choses qui sont totalement folles à l'époque. On va scanner de la pellicule pour faire des choses avec l'ordinateur. Genre. Qui va faire ça? Et non, ils avaient permission de mettre l'image de synthèse sur pellicule et inversement avoir une machine qui prend la pellicule et la met dans l'ordinateur. C'est-à-dire que là, il y avait déjà cette notion de... Il faut... Je sais que ça va passer par ordinateur, mais il faut que j'ai un moyen de passer d'un médium à l'autre. C'est le numérique avant le numérique. Pas encore sur l'image de synthèse. Tout l'argent qu'il a mis, il mettait 3 millions de dollars par an en recherche et développement après la sortie de Star Wars, ce qui est dingue, mais uniquement pour ça. Et de ça est né le montage virtuel et le montage virtuel sonore, qui est devenu finalement Avid. Mais là-bas, c'était juste de fabriquer des scans. On va rappeler ce qu'est Avid pour les gens qui ne connaissent pas. C'est un célèbre logiciel de montage utilisé dans le cinéma, dans la télévision. Premier grand montage. C'est une référence absolue. Et donc, on le doit à Star Wars. Et avant, ça s'appelait Avid. D'ailleurs, ça s'appelait Edit Droid, le droïde de montage. Qui fonctionnait avec des laserdiscs. Donc, on peut rappeler ce qu'est le laserdisc également. Allons-y. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le laserdisc, ils connaissent le Blu-ray, ils connaissent le DVD, ils connaissent le CD. Ça, c'était un miroir. Ça fait un joli miroir, c'est un très très joli miroir, c'est à la taille d'un vinyle, mais on pouvait mettre de la vidéo dessus et à l'époque c'était la meilleure qualité possible pour avoir de la vidéo. Pendant très longtemps, ça a été la meilleure qualité possible. Parce que George Lucas à la base est un monteur. Et les kilomètres de bande, ça le saoulait. C'est ça. Mais tant mieux. Voilà, il a optimisé le système. Quoi. Et avant qu'on parle des autres forces de ce qui a fait le succès de la première trilogie, justement, pour rester sur les effets spéciaux, ils vont se développer de plus en plus au fil des épisodes. C'est-à-dire entre le premier, entre guillemets, entre le 4, le 5 et le 6. Entre le 4 et le 5, déjà, il y a des petits gars qui se disent... On peut utiliser une image de synthèse pour faire des vaisseaux. Les mecs vont prendre une maquette du X-Wing, ils vont refaire ça dans l'ordinateur, ils vont proposer ça à Lucas en mode « Regarde, on peut faire ça avec l'image de synthèse. » De la modélisation, donc. Modélisation. Ouais. Ils lui montrent un Polaroid. Ils ont fait un Polaroid du X-Wing, ils lui montrent en mode « Regarde, on peut faire ça. » Ok les gars, je vous file de l'argent à faire un test. Donc tu as un test avec 4 X-Wing qui volent dans l'espace, avec un vol et tout, un truc qui est impossible à faire en image de synthèse. Un petit peu bizarre, mais un truc qui est impossible à faire avec des maquettes. Et tu vois ça, en 78, tu te dis « Waouh, c'est magnifique », mais ça coûte tellement d'argent. Et c'était pas parfait. Et c'était pas parfait, parce que tu vois des lignes, tu vois des incohérences visuelles sur le truc, et l'Empire contre-attaque coûte tellement cher de base que c'est un peu... Ça va juste rester un test pendant très longtemps,
Et la seule image de synthèse que tu verras dans Star Wars après ça, c'est l'étoile du noire dans le Retour du Jedi, ou juste l'étoile de la mort, qui est en rouge, en fil de fer, et c'est fait par ce qui va devenir Pixar, donc le Computer Graphics Group. Oui, parce qu'on doit aussi Pixar à George Lucas et à Star Wars. Mais c'est important ce moment-là, ça paraît anodin, mais là, ce jour-là, Lucas, lui, c'est un mec qui pense avec 30 ans d'avance, quoi. Il a compris qu'un jour, tous les effets spéciaux seraient en synthèse. Et c'est pour ça qu'il a commencé à mettre de l'argent là-dedans. C'est qu'il a compris que l'avenir, un jour, ça serait ça. C'est ça. Et ILM est devenue une très très grosse boîte par la suite, énorme boîte. En général, les effets spéciaux les plus réussis de l'histoire du cinéma, en fait, ils sont derrière d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vraiment une histoire. En fait, George Lucas était un pionnier. Et Vraiment. on parle de l'image là, mais on peut parler du son, notamment le son THX par exemple. THX qui est énorme. C'est énorme, Au-delà, c'est ça. Voilà. Mais au-delà même du son THX, là, il faut parler de Ben Burt. Oui. Parce que pareil, il se retrouve avec un film où tout est faux, où il faut créer tous les sons. Ouais. Et personne ne comprend vraiment, même sans Voilà. le son. Et une fois de plus, Ben Burt, il allait le choper où? À son école de cinéma, à USC. Jeune étudiant, il le prend. Tiens, quelqu'un lui dit, ouais, il est assez brillant ce garçon. Il le prend, bah tiens, je t'embauche pendant 2 ans, tu vas me faire les effets sonores de Star Wars. Et Ben Burt, dans ses anecdotes, il faut comprendre que lui, ce qui l'énervait quand il regardait notamment les séries d'Universal, c'est que le téléphone, quand il sonne, c'est depuis 20 ans, c'est la même sonnerie. Ouais. Ou le bruit des flingues, il dit putain, merde, on peut pas trouver un autre son. Et donc, quand il a fait Star Wars, c'est lui qui a fait ces sons incroyables. Plutôt que de piocher dans une banque donc, de données audio. Pour Ben Burt et pour Star Wars, on a créé une nouvelle catégorie dans les Oscars qui s'appelle le sound design, qui n'existait pas avant. Là aussi, Voilà. innovation. Et Voilà, encore une grosse innovation. ça a fait partie du succès, c'est qu'on a été immergé dans l'image et par le son. Alors, on a l'image, le son, et maintenant, on a aussi la musique. Mhm. évidemment. John Williams. Alors, Pas comment John Williams se retrouve sur Star Wars? Là, on peut dire merci à Steven Spielberg. Alors, Lucas voulait du wagnérien, il voulait du classique. D'ailleurs, je crois qu'ils ont mis un peu de Wagner quand ils ont monté le film. Et c'est... bien sûr, Lucas avait vu... Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer. Je pense que comme tout le monde, il avait dû apprécier. Mais au moment de la recherche, Spielberg a dit non, mais tu devrais essayer Spielberg. Tu devrais essayer John Williams. Et donc, il a pris John Williams. Et pour l'anecdote, Lucas est à Londres en enregistrement. Il appelle son copain Spielberg. Et il dit il faut que je te fasse écouter ce qu'a fait John Williams. Il lui fait écouter l'opening title de Star Wars. Spielberg était vert. Vert parce qu'il dit merde, il lui fait une super BO. Là, il a tout donné. Pour moi, après, il n'y aura plus rien. Et quand on connaît l'histoire... ça va. Voilà. Mais ouais. Il aurait pu faire du disco, comme le super thème français de Star Wars, là-bas dans les étoiles. Mais là Je aussi, sais pas si ça aurait autant marché. Mais j'ai un doute affreux, là. c'est pour ça que Star Wars, c'est la magie de nos vies. C'est tout d'un coup, les meilleurs se rassemblent. À un moment dans l'histoire, John Williams, je pense, va rester dans le futur le plus grand compositeur de musique de film. Sans nul doute. Franchement, il Je pense n'y a que pas là, d'équivalent. Dans un style, bien sûr. Bien sûr, mais ouais. au-delà de ça, le mec est un génie. Ça sera, je pense que dans 200 ans, il y aura Mozart, Wagner, et puis on parlera de ce John Williams au milieu du XXe siècle. Voilà. Il était dans l'aventure, et effectivement, moi, ça a été ma première BO, le 17 mars 78, pour la Saint-Patrice. Mon papa m'a offert le double album, je ne savais même pas que ça existait. Double album de Star Wars, et là... Incroyable. Mais c'est un des trucs qui est fou, en fait, c'est que Star Wars, en fait, effectivement, tu retiens le son des sabres laser, le son de Chewbacca, de R2, la musique, tu as des images qui sont iconiques, par le casque de Stormtrooper notamment, le look de Dark Vador, l'étoile noire. Enfin, c'est plein de trucs, j'ai l'impression que tout le monde a vu Star Wars, mais les gens qui n'ont pas vu Star Wars connaissent. Évidemment. C'est-à-dire que tu leur montres des choses, alors que Bien sur sûr. d'autres C'est fort, sagas comme ça, c'est fort. je pense que... Mais tu mets le point sur quelque chose de très important, c'est-à-dire l'univers graphique. Bah oui. Est-ce vrai qu'en fait, il avait du mal, Lucas, à trouver des budgets sur son scénario, sur ses scripts, et donc il a engagé quelqu'un pour mettre ça en image et montrer aux studios, pour convaincre les studios de mettre de l'argent dessus. Il faut comprendre Et ce que quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Il faut par la comprendre suite. que George Lucas, c'est quelqu'un qui adore Alors, il va monter son musée, il a une collection énorme, il adore les arts graphiques, les BD. Comme je dis, c'est un des premiers gars de la pop culture, donc tout type de culture l'intéressait. Et effectivement, son problème, c'est que ce scénario qui était quand même pas facile à comprendre, d'ailleurs, l'attaque de l'étoile noire, c'est à peine une page de scénario. Ouais.
quand on voit ce qu'il en fait dans le film, Bah c'est oui. une attaque de 20 minutes. Climax, Donc, il faut incroyable. avoir l'imagination quand on lit la page. Donc, effectivement, il a engagé plusieurs designers. Il y a eu Colin Cantwell, qui a fait les tout premiers designs. Il y a Qui va rester par la suite, Colin Non, Cantwell après, il est parti, mais c'est lui qui a... Qui a abordé, en fait, qui a travaillé sur les idées de George Lucas. Il a dit un truc en LX, les TIE Fighters. Alors, c'est des prémices, mais voilà, ça donne un premier type de design. Et après est arrivé Ralph McQuarrie. Voilà. Ralph McQuarrie, qui était connu pour faire les grandes peintures de chez Boeing et de la NASA. Et là, il lui a demandé de faire quelques peintures, des grandes séquences du film pour aller pitcher son scénario dans les studios, pour qu'ils aient un appui visuel. Voilà. Alors, une fois de plus, ça ne se faisait pas. Maintenant, tout le monde fait ça à Hollywood. Il avait compris que c'était abstrait et qu'il fallait que, s'il voulait réussir, se donner toutes les chances et donc d'essayer de faire comprendre ce que ça allait donner, quoi. Et surtout de montrer que je ne fais pas du serial. Je veux faire le Laurence d'Arabie de Star Wars. Oui, là, parce que de le la serial, science-fiction. c'était pas du tout les mêmes Voilà. budgets. Donc, c'est pour c'était ça. très cheap. Voilà. Et donc, c'était de montrer que c'était le désert filmé d'une manière magique. Enfin, voilà. C'était sa démarche. Alors, est-ce que je pourrais rajouter parce qu'on n'a pas parlé d'une chose, c'est justement le chapitrage des films. Ah ben, on y allait. Ah bon, C'était parce que une narration Je vais inédite. peut-être vous révéler des choses aujourd'hui. Mais allons-y, Patrice. Alors, C'est notre parce que prochain. On entend prochaine tout et thématique. n'importe quoi. Et même George Lucas a rajouté dans le conflit parce qu'il a changé Sa version. sa version. Mark Hamill dit, sur Star Wars, George Lucas parlait de 12 films. Quand on parle des 12 films, alors déjà pour que vous compreniez, ces 12 films correspondent grosso modo à l'histoire des 9 films qu'on a aujourd'hui. D'accord. C'est simplement que le chapitrage était différent. Donc, les 3 premiers, c'était l'épisode 2-3, les prequels. Voilà. L'origine de Palpatine, de l'Empereur, et les origines de Dark Vador, qui n'était pas le père à l'époque. Les 2 trilogies d'après, c'est grosso modo les épisodes 4, 5, 6 qu'on a aujourd'hui. Simplement qu'à l'époque, 4, 5, 6, c'était effectivement Star Wars et l'Empire. Et le retour du Jedi, nous, on voit comme le 6e, il ne devait pas y avoir l'Empereur et il n'y avait pas la révélation de Vador. On avait un méchant qui était Boba Fett. Voilà. Je l'ignorais. Voilà. Pareil. Mais simplement qu'à la fin de l'Empire, en sortant de l'Empire, il a dit à ses équipes, bon, on change les plans, dans le prochain, on va voir Boba Fett, et on passe direct à l'Empereur On le tue et à Vador. directement. Voilà. Il avait décidé qu'il n'allait pas refaire 4 films, mais plutôt qu'un seul. Et donc, la trilogie manquante, qui serait avant ce qu'on connaît, les 7, 8, 9, c'était basé sur la rencontre avec l'Empereur, et on allait à la recherche de la sœur qui n'était pas la princesse Leia. D'accord. Oui, donc c'est une toute autre C'était une autre version. histoire. Ouais. Et il y avait la dernière trilogie, donc les 10, 11, 12, qui était effectivement la suite des aventures de Luke Skywalker et de Han Solo. Voilà. Mais- Et donc, J'ai une question par rapport à ça, justement, mais par rapport aussi à la chronologie, c'est-à-dire sortir d'abord un épisode 4 avant de sortir un épisode 1. alors, Ça, c'est... Celui qui a rapporté le plus. quand il a fait Star Wars, La planète des singes, il y avait eu des suites. C'était un peu son canevas qu'il espérait refaire. Il s'est dit, bon, il y a eu plusieurs... 5 films, c'est ça, La planète des singes? Il y a eu 5 films, voilà. Ouais. Il s'est dit, bon, moi, mon film, il va coûter 10 millions de dollars. Moi, il coûtait même un peu moins à la base, mais les planètes des singes ont fait 30 millions de dollars. Donc, Fox, vous devriez vous en sortir. Et si ça se passe bien, je vais pouvoir faire comme La planète des singes, faire 2-3 films. Et donc, il avait imaginé une trilogie. Et bien sûr, comme tout scénariste, quand on écrit, tous les personnages, on leur crée une petite backstory. Donc il s'est dit, bon, voilà, il y a une backstory. L'empereur, en fait, c'est un petit sénateur qui prend le pouvoir. Voilà. Il n'y a pas plus. Hein. Mais simplement que dans les serials de l'époque, il y avait souvent des menus déroulants et souvent, des fois, un chapitrage. Notamment dans Flash Gordon sur la saison 3, il me semble. Voilà. Et donc, lui, son idée, c'était de dire, je vais sortir mon aventure, mais les gens qui vont le voir vont comprendre que c'est une petite aventure dans la grande aventure. Mais les gens des studios disent, mais ça va pas bien. Ils vont dire chapitre 4, les gens vont rien comprendre. Ils vont dire, où est le chapitre 1, 2 et 3 ? Donc effectivement, au moment de la sortie, ils ne l'ont pas fait. Et Voilà. un an plus tard, après le succès, il a ressorti le film avec chapitre 4, A New Hope.
Voilà. Et ça, même Coppola comprenait pas trop. Hein, Voilà, mais c'est une fois de plus, Lucas, il est dans cette notion, je raconte de la mythologie à un enfant. Voilà. Bon, Fox s'inquiète à l'époque, mais bon, c'était avant qu'il y ait tous les épisodes. Alors, il y a la prequel, les suites, ça a arraché les cheveux. Mais effectivement, pour quelqu'un qui connaît rien à Star Wars, ça devient un peu compliqué, cette affaire. Bien sûr. Mais voilà. Surtout qu'on a quelque chose d'important dans Star Wars, c'est qu'on a un casting, je vais bien dire quasi inconnu. C'est-à-dire quasi inconnu, parce qu'on a quand même des gens... voilà, mais... Ouais, mais ce sont en fait, les acteurs connus, ce sont des acteurs qui sont plus anciens, en fait. Que ce soit Peter Cushing qui joue dans les films de la Hammer. Oui, absolument pas. C'est ça, les films d'horreur avec les Dracula, les Frankenstein avec Christopher Lee, qui jouera ensuite dans Star Wars, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Alec Guinness qui joue Obi-Wan, qui est un grand acteur anglais, qui est peut-être la plus grosse star du casting. Oui, mais qui n'était pas quand même... Exactement. Qui était en fin de carrière. Voilà. Et puis, il n'était pas non plus une carrière aux États-Unis. Voilà. Non, c'est vrai. Un bon acteur anglais. Lui-même, il n'y croyait pas trop. Et après, le casting central, c'est-à-dire Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia, non, ce sont des inconnus ou quasi inconnus, parce que Harrison Ford, il avait fait American Graffiti. Mais George Lucas ne voulait pas l'engager parce qu'il ne voulait prendre que des acteurs avec lesquels il n'avait pas travaillé. Il lisait les lignes pour les autres acteurs pendant exactement, c'est ça. C'est ce qui l'a sauvé, finalement. C'est qu'en fait, il était aussi menuisé par ailleurs Harrison Ford et même il envisageait de rester dans cette voie-là plutôt que de rester acteur. Et il était dans les bureaux de George Lucas à ce moment-là. Et donc, du coup, c'était pratique. En fait, il donne la réplique aux gens qui venaient passer des auditions pour les autres rôles. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, en même temps, t'as tellement bien fait le rôle de Han Solo pendant les auditions que oui, c'est toi le meilleur pour le rôle finalement. Donc on va faire une entente à ce qu'on s'était dit et tu vas devenir Han Solo. Et on remercie George Lucas de ne pas être resté sur ses positions, parce qu'on aurait raté quand même quelque chose. Oui. Parce qu'il ne voulait pas au départ. Hein. Mais pourquoi il ne voulait pas ? Parce qu'il ne voulait pas que refaire comme Spielberg, que Richard Dreyfuss soit l'acteur de Spielberg sur plusieurs films. Il voulait changer. Ouais. Donc il en voulait. Il l'a casté dans American Graffiti. Et puis effectivement. Est-ce qu'il l'avait utilisé avant ? Non, pas dans THX. Non, donc dans Star Wars. Alors, après, il y avait les Aventuriers. Alors, il n'en voulait plus du tout. Maintenant, dans les making-of, Spielberg dit qu'il le voulait, mais l'arrêté, c'est que Spielberg n'en voulait pas non plus. D'accord. C'est le producteur Howard Kazadjian qui a poussé pour avoir... C'est fou quand même de se dire que finalement, Harrison Ford était un pestiféré, entre guillemets. C'est pas ça, c'est qu'il voulait pas... Du changement, oui. C'est tout. Mais pour en revenir à Star Wars... c'était possible à l'époque parce que Star Wars, c'était un petit budget, je crois, de $6 millions à l'époque. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir des stars. Voilà. Mais qui est Mark Hamill avant Star Wars ? Rien, c'était un petit acteur. Il avait fait les épisodes de Canon, la série télé. Voilà, c'était un tout petit... il avait fait quelques séries télé et c'est tout. C'était vraiment un jeune acteur. Voilà. Mais qui, lui, avait perçu dans Star Wars... il avait perçu le côté Flash Gordon. D'où la coupe de cheveux. Il s'était dit, ça va marcher. Thomas. Il ne pensait pas que ça allait, mais il ne voyait pas l'échec qu'annonçait tout le monde. Voilà. Parce que sur le tournage, à Londres, notamment la séquence finale où il y a tous les gens en randonnion là, pour la séance des médias, quand ils remontent l'allée, Han Solo, Thomas Ford et Mark Hamill disent que tous les figurants se foutaient de leur gueule, quoi. C'est le mec avec le grand singe et tout. Tout le monde voyait la catastrophe. Et l'histoire de Chewbacca, c'est quand même super drôle. C'est-à-dire que les gens, des exécutifs de la Fox venaient de Los Angeles à Londres parce que le film était over budget. Donc ils venaient. Mais leur grosse angoisse, c'est « mais attendez, Chewbacca, il n'a pas de culotte ?» C'était l'angoisse des mecs. Attendez, là, on va se prendre les ligues de femmes. Chewbacca n'a pas de culotte, quoi. Ah oui, c'était leur préoccupation, c'était vraiment ça. C'était une... ouais. Et comment Lucas s'en est sorti ? Il y a un gars qui a dû dire... Bon, j'appelle Los Angeles, là, parce que quand ça va arriver sur nos écrans américains, ça va être une catastrophe, quoi. Non, mais c'est fou. Oui, aujourd'hui, c'est abstrait, quoi. C'est abstrait. Complètement. Voilà. Mais pour encore rebondir sur les forces de Star Wars, c'est aussi cette galerie de personnages complètement loufoques, mais en même temps avec des personnages dans lesquels on peut s'identifier réellement. On parlait, c'est vraiment un parcours initiatique. Il y a plein de choses qui peuvent nous
rappeler à certains personnages. C'est aussi ça la force de Star Wars, c'est avoir des... Génial en plus, c'est que tu as tous les créateurs, les designers qui faisaient 3 tonnes d'aliens, et c'est Lucas après qui vient, qui dit « Ah, celui-là, il m'intéresse pour tel truc ou tel truc ». Tu vois Jabba au début, c'était pas du tout ça. Enfin, vu qu'ils peuvent pas faire la créature dans le 4, ils vont mettre un humain, ce qui va donner la fameuse scène où ils vont devoir truquer numériquement Harrison Ford pour comme s'il marchait sur la queue de Jabba en 97, ce qui est atroce même encore aujourd'hui. Mais tu vois Jabba, les ébauches, justement, dans ce super documentaire que j'ai ici présent. Montre-nous la pochette aussi, comme ça. Oui, c'est vrai. La super ça sera pochette. plus parlant. On le retrouve sur, je sais pas s'il est sur Disney+, ou sur juste le Blu-ray 4K, mais dans ce documentaire, on voit toutes les ébauches de Jabba, et tu vois qu'à la base, c'était pas du tout cette espèce de limace, cette espèce de gros truc informe qui donnera le fameux forestier avec les yeux et 3 ou 4 personnes, dont un nain qui bougeait la queue à l'intérieur, pour faire cette créature-là. C'était pas du tout ça à la base. C'est assez énorme pour ça. Mais oui, et puis les droïdes aussi. Oui. Je vais revenir sur les effets spéciaux parce que ça fait aussi partie de la mythologie Star Wars pour ma génération. C'est que le film était tellement exceptionnel que nous, à 10 ans, quand tu sors de la salle, tu dis « Mais c'est 3PO RD2-2, mais c'est des droïdes ?» Des vrais droïdes. Et Lucasfilm avait fait, ils l'ont dit, à l'époque, ils ont fait « Ouais, on montrait pas trop de photos d'Anthony Daniels pour que... » Moi, je me posais la question « Mais il y a un acteur là-dedans ou c'est un robot ?» Il est tellement fin. C'est tellement bien foutu, je crois vraiment à un robot. Et donc Lucas est arrivé à l'époque avec des making-of. Et ça fait partie de cette mythologie. Et comme je dis, pour nous, ça a été la meilleure école de cinéma. C'est-à-dire qu'on a envie de découvrir. Ah, ils font des storyboards. Et cette musique de film. Ah, le sound design, c'est quoi? Voilà pourquoi toute ma génération est devenue des grands réalisateurs, des Favreau et des Abrams. C'est parce que c'était tellement exceptionnel, c'est qu'on a voulu découvrir derrière comment c'était possible de faire un truc aussi magique, quoi. L'innovation, encore une fois. C'est l'innovation. Et puis c'est vrai que pas beaucoup de sociétés faisaient du storyboard avant Star Wars aussi. Pareil, c'était là une obligation face à la technologie. Il faut communiquer aux équipes. Donc, on va faire du storyboard. Joe Johnson. Parlons de Joe Johnson. J'ai une question, puisqu'on l'a dit, George Lucas, c'est un petit peu l'anti-Hollywood de l'époque, et finalement, il va redéfinir ce qu'est Hollywood. Quelle est la réception de Star Wars de la part des anciens studios, des gens plutôt de l'ancien temps, quoi? Alors, moi, je pense que les studios, c'est des Américains. Ils ont vu une opportunité. C'est toujours intéressant. D'ailleurs, immédiatement après Star Wars, tout d'un coup, il y a eu des ersatz de Star Wars. Enfin, tout le monde a surfé. Même James Bond. Parce que James Bond, l'espèce de d'accord. remake, c'est en 77. Dans le générique de fin, c'est marqué James Bond reviendra dans Rien que pour vos yeux. Et finalement, ils font Moonraker, ils envoient James Bond dans l'espace parce qu'il y a eu Star Wars. Donc tu te dis, ils refont le James Bond d'avant, mais en le mettant dans l'espace. Mais oui, tu te dis, a priori, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ils envoient James Bond dans l'espace pour surfer sur le succès de Star Wars. Ça montre à quel point le truc était énorme. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que Star Wars, c'est l'évangélisation de l'ASF? Parce qu'on est complètement dedans, là. C'est-à-dire que Star Wars a redéfini plein de choses, mais notamment la science-fiction, on l'a dit. Il y avait 2001, évidemment. Il y a eu, 2001 a permis à la science-fiction de plus être une sous-culture. On se dit, si ça intéresse Kubrick, c'est pas forcément pour les petits débiles qui lisent ça. Et Star Wars a démocratisé, en faisant un truc de masse. Aujourd'hui, on l'a dit, on est tous un petit peu des enfants de Star Wars, qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'aujourd'hui, Star Wars, ça peut être vu encore comme quelque chose qui va porter la science-fiction encore et encore? Je sais qu'il y a un débat, en fait, et que je trouve assez intéressant, en fait. Et est-ce que Star Wars, c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est plutôt de la fantasy dans l'espace? Et je trouve qu'on est un peu à la lisière. Ou le space opéra. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, on sait qu'il s'est aussi beaucoup... on retrouve des archétypes communs avec le Seigneur des Anneaux, qui, justement, au cinéma, a eu à peu près le même impact que Star Wars pour l'heroic fantasy. Donc, il y a un peu de ça. Donc, ouais, je pense que ça a évangélisé la SF dans le sens où, en fait, c'était pas que de la SF pure et dure, vraiment, avec des termes techniques. C'est comme tu disais, c'est une grande histoire initiatique. On est dans les récits mythologiques, dans le conte, mais avec des choses qui se passent dans l'espace, avec des concepts qu'on n'a jamais vus. Donc, c'est ça aussi, en fait. C'est un récit familial dans un décor à la fois de fantasy et de science-fiction. Mais tout le monde va essayer de s'y engouffrer. Ouais, déjà. Et puis, tu cites Le Seigneur des Anneaux, t'as Lucas qui tentera de refaire la même chose avec Willow, ça marchera pas du tout en 88. Réalisé par Ron Howard. Excellent film. Moi, absolument, et j'attends la série avec impatience. Ouais. Non, mais oui, il y a beaucoup de studios qui vont tenter de s'y engouffrer. Déjà, les Japonais
qui tente de faire une copie de Star Wars et avec vraiment une copie de Chewbacca avec des cornes qui sortira un mois avant Star Wars au Japon. Ah oui, c'est quand il y a eu le succès de Star Wars, ils ont lancé la production pour le truc sorte avant le Star Wars américain qui sortait. Mais comment c'est possible? Ah, mais ils l'ont fait hyper rapidement. Ils l'ont fait très rapidement. Ils se sont dit, on va faire notre version et avant que les Américains arrivent avec la Et distribution. vraiment, tu vois l'espèce de Chewbacca avec des cornes, quoi. C'est littéralement ça. C'est très très bizarre. Mais oui, très vite, Disney va se lancer dedans, vont faire le trou noir, en suppliant Lucas de leur filer tout le matos qu'ils ont utilisé sur Star Wars. Et Lucas va dire non. Enfin, non, il va dire exactement, ok, mais c'est tant d'argent. Et Disney, bah non, en fait, on va pas prendre, c'est trop cher pour nous, donc on va inventer nos propres outils sur le trou noir. Et le trou noir, est-ce que les effets spéciaux sont jolis. Hein. Ouais. Mais c'est le scénario qui est. Bon. Ouais, non, mais c'est une espèce de tourbillon. C'est pas mieux sous les mers dans l'espace, en plus lent. Voilà. Et ouais, 79, t'as ça. T'as Star Trek en 79 aussi, pareil, qui est une catastrophe en amont parce que les effets spéciaux sont pas finis. Alors, Star Trek, voilà. Il y a un gars de chez ILM qui a raconté l'anecdote récemment. Il va au Shiny Theater le jour de la sortie de Star Wars. À Los Angeles, un fameux cinéma où se passe beaucoup Et il est d'argent, en quand face, même. dans le fameux resto de hot dog où allait George Lucas, voilà. Et il attendait quelqu'un, et en attendant quelqu'un, il dit il faut que j'appelle quelqu'un au boulot. Il va au téléphone, et devant lui, il y a William Shatner, l'acteur de Capitaine De Star Trek. qui est parti dans l'espace il y a quelques jours. Vraiment. Exactement. Incroyable. Incroyable. 90. Et là, il voit Shatner qui a quelqu'un au téléphone, il pense que c'est quelqu'un du studio Paramount. C'est bon, j'ai vu Star Wars, c'est incroyable, c'est bon, Star Trek va devenir un film. C'est-à-dire qu'il a réalisé que ce qu'il venait de voir avec Star Wars, c'était incroyable, et il s'est dit, nous, on a Star Trek chez Paramount. Oui, parce que Star Trek, à la base, c'est une Voilà, série. et puis à ce moment-là, il ne savait pas si c'était un film et tout, mais là, il a dit, vu Star Wars, c'est clair que maintenant, ça va devenir un film. Voilà. Star Wars a changé le destin de Star Trek. C'est fou, hein, parce que Star Trek est aussi un grand nom de la SF. Et Star Trek a influencé Star Trek. Exactement. Aussi, hein, sa Donc story, voilà, ça se recoupe. Quel va être le film qui va mieux exploiter le filon de Star Wars? Est-ce qu'on peut se dire, là, il y a eu... c'est Alien pour moi. Ah, c'est vrai que 2 ans Parce après. que C'est vrai. Alien, C'est le studio en plus. bien sûr, il y a toute l'histoire de Jodorowsky, ce cher Ridley Scott qui a récupéré toute la Dream Team de Jodorowsky qui devait travailler sur son Dune, ouais, voilà, c'est sûr. donc, qui était une équipe incroyable de Moebius et consorts. Et c'est vrai que tout d'un coup, de toute façon, Ridley Scott, il le dit, hein, il voulait faire son Alien, et quand il a vu Star Wars, il a fait « Ah ouais, les vaisseaux crades ». Et donc, il a complètement changé le look de Alien. Donc, effectivement, rebelote, Alien va sur ce côté, les vaisseaux crades, la réalité dans l'espace. Et c'est vrai que Alien est phénoménal à ce niveau-là, c'est un petit bijou. Et pour moi, les 3 grands films, les 3 grands films de science-fiction de ces époques-là, Star Wars, Alien et Blade Runner, quoi, voilà, qui amènent à chaque fois dans un fin genre un peu 70, différent, début 80, on a mais qui vraiment héritent tous de Star Wars, parce que tout d'un coup, effectivement, après Star Wars, tout le monde s'est dit à Hollywood, on peut faire des effets spéciaux. Donc les effets spéciaux sont revenus dans la danse, donc ça a permis aux réalisateurs et aux Même à producteurs- Robocop, hein. À Robocop, bien sûr, mais ça a permis de tout le monde de libérer la pensée et la création, et donc de pouvoir faire un peu plus de fun. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que la pop culture a explosé, et qu'on a vu ce défilement de films avec Spielberg, Lucas et tous ceux qui ont suivi. Et une fois de plus, c'est la magie de cette époque-là. C'est que les studios ne savaient pas, ne comprenaient rien au cinoche, et faisaient confiance aux jeunes qui prenaient. Et juste qui avant avait Alien, la tu liberté. as Dark Star aussi, de Carpenter. Mais c'est quelle année Dark Star 76 Non. C'est 84, Dark Star. Non. Ah non, c'est les années 70. C'est avant, c'est bien avant, c'est bien avant Alien. Je pense que c'est 78. C'est 78. C'est Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, voilà. Qui va ensuite faire l'espèce de prototype d'Alien dedans, qui est une espèce de grosse boule rouge avec des pattes, qui va devenir le xénomorphe bien plus menaçant dans Alien. Qui est limite un court-métrage étudiant. Oui, mais c'est ça. ouais, Un court-métrage d'étudiant plus. Voilà. Avec un surfeur dans l'espace, des trucs comme ça. C'est assez dingue pour l'époque. Ouais. Et on parle de George Lucas depuis tout à l'heure, on dit que c'est un excellent réalisateur, il est scénariste, etc. Mais sur la première trilogie, en termes de réalisation, on a des réalisateurs quand même pas mauvais. Tu cites Robocop, le réalisateur de Irving Robocop Kershner. 2, Irving Kershner. Et puis Voilà. aussi, je suis peut-être vieux, mais je regarde les réseaux sociaux. Ça me fait toujours mal de lire « Ah, George Lucas, c'est un nul, il s'est pas réalisé. » Les amis, je vous souhaite, je dis aux grands réalisateurs, même à J.J. Abrams, d'avoir fait un THX, un American Graffiti, un Star Wars, et en plus, au passage, d'avoir inventé Indiana Jones. C'est pas mal. Parce que American Graffiti est un bijou de réalisation, et Star Wars est un bijou à tous les niveaux.
c'est-à-dire que la réalisation est classique, mais efficace. Le scénario, ce qui est dur quand on écrit un scénario, c'est d'arriver à la simplicité. Alors, effectivement, il a mis 10 ans à écrire ce scénario, mais il a retiré le superflu. Et c'est ça la magie du tout premier Star Wars, c'est que l'histoire, elle est là. Pour moi, c'est un film plus intéressant que l'Empire contre-attaque, parce que l'histoire se tient à elle toute seule. On peut dire que l'Empire contre-attaque, c'est le film préféré, globalement, des fans de Star Wars. C'est sûr que visuellement, il y a une prouesse et tout. Mais Star Wars, pour moi, marche mieux d'un point de vue scénaristique. C'est un hymne à la jeunesse. Et une fois de plus, c'est la simplicité. C'est pour ça qu'un enfant de 10 ans, 6 ans, 4 ans, quand tu l'as vu, je crois, la première fois, Moi, j'avais 5 ans. voilà, j'avais tu 4 comprends ans, l'histoire. Parce que la narration est parfaite. Ouais, Je pense que le raccourci il a été fait parce que des 3 Star Wars originaux, les gens préfèrent le 2 ou le 3, et donc forcément, t'en arrives à dire celui qui a réalisé le moins bon Star Wars, c'est George Lucas, donc par extension. Mais Oui, voilà, mais sauf que le mec a créé tout. Oui, mais sans le premier, il n'y a pas de reste. C'est exactement Alors ça, déjà, en fait. et excuse-moi, la séquence finale de Star Wars, qui a fait mieux aujourd'hui en termes de Bien sûr. rythme, de montage? Quand tu le revois dans l'épisode 7 où ils ont refait une attaque, ils sont en dessous. Oui, bien Parce sûr. que bien sûr. C'est Ils parce n'ont- aussi à sa femme parce que- à l'époque aussi. Mais oui, Oui, mais le de toute montage. façon, au-delà de ça, il y a sa femme, il y a lui, il y a son producteur. Ouais, bien Il y a un sûr. moment, il y a un truc magique qui s'est fait. Ça existe et c'est magique. Et refaire la magie. On l'a vu pas à la fin du Retour du Jedi, la magie n'est pas la même. Mais Même si je l'apprécie, Voilà. je Et là, il y a l'apprécie. une hein. virtuosité technologie qui, d'ailleurs, pour les gens d'Ilem, je crois que ça reste le film le plus compliqué en termes de Le Retour trucage du Jedi optique. Oui. Ouais, parce qu'on est dans une surenchère par rapport C'est encore des maquettes précédents et films, des hein. plans avec Attends, tellement il y a de des plans, il y a maquettes. combien d'éléments Je sais plus, c'est ce 300 éléments Ouais, différents. c'est ça. Alors, il faut voir qu'en optique, il faut repasser dans la machine. Et même si c'est hyper complexe, tu vois quand même les ficelles. Bon, après, il faut se dire que sur grand écran, je ne sais pas si à l'époque, vu que tu étais pris dans la magie, tu ne voyais pas forcément le truc, mais tu vois, à un moment donné, tu vois la vue du cockpit du Faucon Millennium, et tu vois les vaisseaux, les TIE Fighters arriver, et tu vois qu'en fait, ils sont rajoutés comme si ils popaient comme un jeu vidéo, en fait. C'est le plan le plus compliqué de Star Non, Wars. ça, C'est celui d'avant, hein, peut-être. C'est celui d'après. Tu vois le point de vue du c'est ça. Faucon, et ensuite, tu vois le Faucon qui arrive vers la caméra, et tu vois tous ces vaisseaux qui sont là. Et vous savez quel est le plan le plus compliqué qui a été fait sur le premier Star Wars? Sur le premier Star Wars Non. Eh ben, c'est le plan d'ouverture. Ah oui. Parce que Ah. c'est un seul plan Ah oui, d'accord. de synchroniser le menu déroulant Et donc, de partir. Eh ouais. ok. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, ils passaient entre cas. Il y avait un décalage des éléments. Pendant 6 mois, je crois, ils ont refait le truc. Mais tu Et ça parlais paraît aujourd'hui en numérique, Avec cette ouverture Bah oui, télé, oui. en plus, hein. mais en optique, c'est un cauchemar. Ah, tu devais tout refaire si c'était problématique. Voilà. Et tu vois cette ouverture avec le vaisseau qui est tellement copié dans tellement de films après, Ah bah oui. et qui sera parodié dans La folle histoire de l'espace de Mel Brooks avec ce vaisseau que tu vois pendant 1-2 minutes, un truc comme ça. je Mais crois. nous, on s'est refait les films au Grand Rex. Ah bah oui. Quand il y a le truc qui arrive. Et t'étais à l'initiative de Ouais, la on a. soirée au Grand Rex. Moi, j'avais produit les conventions Star Wars au Grand Rex. Bien sûr. En 2005, on avait fait une preview de l'épisode 3. Ah, je m'en rappelle, mondial. c'était incroyable. Et on avait refait en 2007 pour donc les 30 ans de Star Wars. 30 ans. On avait diffusé les 6 films. Mais quand ce plan de l'épisode 4 arrive, il n'y a pas à dire. Ce film avait 30 ans, c'est incroyable. Ça marche toujours aussi bien. Mais tu parlais du montage aussi qui est de l'épisode 4 qui a été quelque chose, parce qu'il faut savoir que le oui. premier montage du film, George Lucas lui-même le déteste. Donc, Le réalisateur a été viré. Oui, c'est ça. Et donc ils ont J'ai jamais su qui était derrière Oui, ça. c'est ce que Et en j'ai fait, demandé. ils ont dû changer. Donc après, il a confié le montage à 3 personnes, dont sa femme. Donc voilà, on parle beaucoup, par exemple, notamment de la femme de Hitchcock qui a eu une grosse influence sur Psychose. Et ben, Marcia Lucas a eu une grosse influence sur ce qui est devenu Star Wars finalement. Alors, Supprimant je vais des vous plans, révéler- déplaçant des choses. Ouais, je C'est vais vous ça, révéler hein. encore une chose que ça c'est, je peux le dire, c'est Lucy Wilson qui me l'a dit, qui était un peu ma patronne chez Lucasfilm et qui a été la toute première employée de George Lucas, c'est sa secrétaire. C'est elle qui a tapé le scénario et tout. Et elle m'avait dit une fois, tu sais Patrice, la différence entre la première trilogie et la seconde, c'est Marcia. Bah oui. Parce que, alors effectivement, il y a le montage, mais au-delà de ça, dans les idées, il écoutait qu'une seule personne, c'était Marcia. C'est-à-dire que, bien sûr, il avait ses certitudes de créateur en disant, bah, ok, mon producteur dit ça, mais je crois en ce que... Mais quand c'était Marcia qui lui disait, sa femme, il savait qu'il n'y avait pas de trahison, c'était son épouse, c'était la seule personne qui pouvait écouter. Sur les nouveaux Star Wars, ce que je me disais. l'épisode 1, 2, 3, Rick McCallum l'a dit, 1000 fois j'ai eu des idées, il n'y a pas une que Georges a écoutée. Donc Voilà. elle avait une place privilégiée. Ouais. hein, faut C'est-à-dire pas se mentir. Une fois de plus, je pense que, comme beaucoup de choses dans la vie,
des fois, c'est des couples ou c'est des équipes. Des Et rencontres. effectivement, quand les équipes ne sont plus là, c'est un peu le problème quand vous refaites les bronzés. Non, mais ça, ou même les Indiana Jones, c'est que tu as une équipe de base qui a fait plusieurs films, c'est toujours la même, donc c'est à peu près la même dynamique. Tu refais le film d'après, eux-mêmes, ils ont tous changé. Et puis, il y en a qui sont plus là, et donc tu changes une dynamique. C'est plus le même ADN. Et voilà. Exactement, c'est un ADN modifié. C'est difficile de faire un Mad Max Fury Road. Voilà. Et ça s'applique à tous les films, je pense. Bah c'est ça, en plus il l'écoutait d'autant. Et enfin, heureusement qu'il avait cette boussole, parce que même certains de ses amis, dont Brian De Palma, ne piffaient rien du tout. Ils disaient, mais c'est quoi ce truc de la force? Enfin, Il a été franchement, il paraît qu'il a été très dur de Les Palma. projections étaient très compliquées, et on raconte même que l'une des projections à la Fox, il y avait des amis de George Lucas qui étaient dans la cabine de projection pour se barrer avec les bobines au cas où la Fox dise bon, maintenant on arrête tout, on reprend ça, on fait le montage nous-mêmes, il y en a marre. Mais c'était des versions, une fois de plus, sans Sans la le son. musique. Oui. Et est-ce vrai que... Et sans les effets spéciaux, en fait. Ah, ok. C'est-à-dire que Ah il y oui, c'est la version, C'est ok. avec les D'accord. The Battle of Britain, Voilà. donc, voilà, où tu as des avions de la Seconde Guerre mondiale en noir et blanc. Donc il fallait avoir de l'imagination pour... Autre influence d'ailleurs de George Lucas, on pense qu'il s'est inspiré que de Flash Gordon et tout ça, non, Non, il non. s'inspire de Et Kurosawa, Kurosawa, de films de guerre bien sûr. britanniques, enfin vraiment c'est une synthèse, Oui, et c'est- lui-même ne cache pas ses influences, Ouais, parce tout. qu'on a parlé récemment sur Dune. Même par la Des- suite de Akira. Hein. Bah oui, des similitudes en fait entre Il y a qu'une entre influence Dune et qu'il n'a Star jamais Wars, parlé. Finalement, tu vois, il assume en fait. Il dit juste, tout ça a infusé dans mon esprit, et j'en ai fait quelque chose qui finalement est original. Bien Il n'y a sûr. qu'une influence dont il n'a jamais parlé. Et je ne comprends pas pourquoi, c'est Valérian. Oui, Ah. il n'en avait pas parlé Jamais. parce que c'est jamais, complètement... L'influence, elle jamais. est... Alors, en oui, fait, quand même incroyable. je connais bien Notamment Joe avec lui, Johnson, et Joe m'avait dit, quand je suis arrivé chez LM, George était arrivé avec des impressions A3 de métal hurlant. Ah. Et de pilote, et il a punaisé. Tac, 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 tac. Donc Metal Hurlant, c'était un magazine... Et je pense que c'est plutôt des gens comme Joe qui se sont inspirés de Valérian. Ah, ok, d'accord. Donc Que pas George forcément lui-même- Lucas donc George ne en le cite pas directement. parce que George, lui, George c'est n'aurait pas jamais vu forcément ça. Les influences viennent des designers qui, des fois, proposent des idées. Ah, ça, c'est pas mal. C'est passionnant, messieurs, on pourrait en parler des heures, c'est un petit peu le cas d'ailleurs. Et puis je pense qu'on va avoir le temps d'y revenir, puisque évidemment, la deuxième partie, c'est sur l'épisode 1, 2, 3, et c'est le prochain épisode de Dans la légende.